2 saisons et le désert aurait refuse de céder. Quand tout annonçait l'échec agricole, une annonce a lancé un objectif colossal et le pays a choisi de défier le rire extérieur. Pourquoi cette promesse d'Ibrahim Traoré oblige-t-elle chacun à regarder autrement? Parce qu'un geste collectif peut déplacer l'horizon. La promesse qui s'est imposée premier au cœur du Burkina Faso allait bien au-delà d'un simple pari agricole. Il s'agissait d'un engagement collectif. Prouver qu'un pays souvent résumé à ses contraintes climatiques pouvait reprendre prise sur son avenir. Pour les communautés rurales, l'enjeu était immédiat et concret. Créer une source nouvelle de revenus, même fragile, là où dominait la résignation et la dépendance. Pour les jeunes, la promesse ouvrait même une brèche symbolique. Rester, agir, construire plutôt que partir sans retour. Cette ambition comportait pourtant un risque clair. Échouer sous le regard du monde et voir cette tentative devenir une preuve supplémentaire d'impuissance. Autodétermination signifie ici décider et agir sans attendre la validation extérieure. Ce mot, souvent abstrait, prenait une densité nouvelle dans les villages, car chaque plan mis en terre s'y exposait la crédibilité du projet et la fierté collective. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'offrait pas une garantie de succès, mais une ligne de tension avancer malgré l'incertitude. L'enjeu, le rush réel c'était pas seulement de faire pousser des arbres, mais de mesurer jusqu'où une société pouvait aller lorsqu'elle choisit de ne plus se définir par l'échec annoncé. Le basculement est arrivé plus vite que prévu. En quelques semaines seulement, des milliers de forces de volontaires affluaient chaque jour vers des terrains que beaucoup jugeaient condamnés. Ce chiffre, même approximatif, suffisait à contredire le récit dominant. L'annonce n'avait pas paralysé le pays, elle l'avait mis en mouvement. Cette réponse immédiate révélait déjà une donnée essentielle, souvent absente des analyses extérieures: la force de la mobilisation intérieure. Pour comprendre ce qui se jouait, il faut replacer cette réaction dans son contexte. Le Burkina Faso venait d'années marquées par l'insécurité, la pression économique et un discours international insistant sur les limites structurelles du pays. Dans ce cadre, l'initiative portée par Ibrahim Traoré ne surgissait pas dans un vide, mais dans une société travaillée par un désir latent de reprendre la main. L'annonce agricole servait alors de catalyseur, transformant une frustration diffuse en action concrète. Oh, la scène se répétait d'un village à l'autre. Des soldats quittaient temporairement les casernes pour manier pellets et seaux. Des familles transformaient leurs cours en pépinières improvisées. Des agriculteurs acceptaient d'apprendre des gestes entièrement nouveaux pour une culture qu'ils n'avaient jamais poussée. Ce n'était pas une organisation parfaite, mais une dynamique spontanée, chaotique et persistante. Ce contexte explique pourquoi les premières difficultés n'ont pas brisé l'élan. Les semis brûlés, la sécheresse et les pertes initiales n'étaient pas perçues comme des preuves d'erreur, mais comme le prix attendu d'une tentative risquée. La promesse d'Ibrahim Traoré fonctionnait alors moins comme un plan technique que comme un récit mobilisateur capable de maintenir l'engagement malgré l'incertitude. Ainsi, dès cette phase précoce, le projet dépassait la question agricole. Il devenait un test social, mesurer jusqu'où une société pouvait tenir lorsque l'objectif affiché semblait, aux yeux du monde, déraisonnable. Au cœur de cette mobilisation encore fragile, des visages précis ont donné une direction humaine au projet.
Dans un village proche de Bobo-Dioulasso, une mère expliquait à la télévision nationale qu'elle n'avait jamais goûté au chocolat, mais qu'elle voulait que ses enfants puissent un jour en produire. Cette phrase, simple et presque hésitante, a servi de repère affectif. Elle ramenait une ambition nationale à une scène domestique, mesurable, compréhensible par tous. À quelques kilomètres de là, un autre visage s'imposait. Moussa, jeune volontaire, qui parlait de protéger les cacaoyers comme on protège une promesse. Avec d'autres, il organisait des rondes pour éloigner le bétail, réparer des clôtures de fortune et veiller la nuit. Ces gestes n'avaient rien d'héroïque au sens classique, mais ils donnaient au projet une continuité quotidienne. Le cacao cessait d'être une déclaration lointaine pour devenir une responsabilité partagée. Ces personnages n'étaient pas des exceptions. Ils incarnaient une transformation plus large, celle d'habitants qui passaient du doute à l'action. Les anciens, d'abord sceptiques, observaient incessamment dans ces efforts avec une prudence mêlée de curiosité. Les jeunes, souvent tentés par le départ, découvraient une raison de rester, au moins pour essayer. L'impact précoce ne se mesurait donc pas en hectares, ni en rendement. Il se lisait dans un changement de posture. Les habitants ne parlaient plus seulement du climat ou des contraintes, mais de ce qu'ils pouvaient tenter ensemble. À ce stade, le projet n'avait encore rien prouvé techniquement, mais il avait déjà déplacé une frontière invisible. Le sens devenait clair. Avant de transformer la Terre, il fallait transformer le regard. Tout commence par une activation brutale. La déclaration initiale, accueillie par les sarcasmes internationaux, se propage pourtant comme une onde à travers le pays. Les premiers jours, le même jour, une agitation fébrile s'installe. Seaux, pelles, tuyaux, mains cailleuses, volontaires volontaires venus de partout. Chaque lever de soleil devient un signal. On creuse, on arrose, on transporte une terre rouge brûlante, on protège des plants encore fragiles. Le mouvement n'est pas coordonné à la perfection, mais il est massif, visible, impossible à ignorer. Vient ensuite la montée en tension. Le Sahel ne cède rien. Les semis brûlent sous le soleil. Les pluies tardent. Les chèvres et le bétail sauvage détruisent en quelques minutes des jours d'effort. Des parcelles entières disparaissent chaque semaine. Les visages portent la fatigue. Et les anciens rappellent que même des cultures plus robustes ont parfois échoué dans ces conditions. Le doute s'installe, mais il ne se transforme pas en retrait. Au contraire, les jeunes redoublent d'efforts, organisent des patrouilles, dressent des clôtures de fortune, surveillent les vergers la nuit. La scène ressemble de plus en plus à une bataille d'usure. La première rupture survient lorsque les critiques extérieures s'intensifient. Des journalistes reviennent filmer ce qu'ils pensent être la preuve d'un désastre annoncé. Les images de plans flétris circulent, accompagnées de commentaires ironiques. Pourtant, l'effet intérieur est inverse. La critique galvanise, une fierté résistante prend racine. Les images censées humilier deviennent un moteur supplémentaire. C'est à ce moment qu'Ibrahim Traoré réapparaît publiquement, tenant des plans morts, affirmant que la liberté exige de se relever après chaque chute. Ces mots ne promettent pas la victoire, mais légitimement la persévérance. La deuxième année marque le point le plus bas.
Une sécheresse plus dure frappe des vergers, déjà fragiles, et les Charles les plantes mesurent les uns après les autres. Certains commencent à douter ouvertement. Les discussions se font plus tendues. Pourtant, un noyau de volontaires se renforce. Se renforce. Les les pépinières sont réorganisées. Les protections sont améliorées. Les gestes se répètent plus méthodiques. La persistance devient une discipline. Puis survient une inflexion discrète. Quelques plants survivent. Le bois reste vert. Les racines s'accrochent. Et autour de ces survivants, les efforts se concentrent. Des centres de formation et de recherche émergent. Ce qui n'était qu'un pari improvisé prend une forme plus structurée. Le projet cesse d'être uniquement défensif, il devient adaptatif. La troisième année apporte le basculement narratif. Les premières repousses changent la perception. Le vert réapparaît là où le sable dominait. Rien n'est gagné, mais quelque chose est irréversible. Le pays est allé trop loin pour revenir au point de départ. Enfin, la séquence complète, activation, tension, rupture, persistance, adaptation, révèle que le projet n'a pas suivi une ligne droite. Il a suivi un rythme de résistance. Et ce rythme redéfinit désormais ce que le possible veut dire. Avant l'annonce, le point de débat paraissait était clair. Une agriculture sahélienne contrainte, dominée par des cultures de subsistance et une dépendance structurelle aux importations alimentaires. Après 3 années d'efforts, le tableau reste fragile, mais il a changé de nature. Le premier indicateur observable concerne la mobilisation humaine. Là où l'on attendait une adhésion limitée, le pays a vu affluer quotidiennement des milliers de volontaires dès la phase initiale. Comme le chiffre exact importe moins que sa constance. Malgré les pertes répétées, le flux ne s'est jamais tari. Ce passage d'une participation ponctuelle à un engagement durable constitue un premier delta majeur. Le second report concerne la transformation des terres. La première année se caractérisait par des pertes massives, avec une majorité de semis détruits par la sécheresse et le bétail. 3 ans plus tard, la situation reste hétérogène, mais un contraste net apparaît. Des centaines de vergers montrent une reprise visible suffisante pour rendre le phénomène perceptible à l'échelle nationale. Le delta ici n'est pas un rendement élevé, mais le passage du néant à une présence végétale stable. Là où le sable dominait entièrement, des zones vertes persistent, signe que certaines techniques de protection et d'irrigation ont commencé à produire des effets. Un troisième indicateur, plus stratégique, concerne la chaîne de valeur. Au départ, le projet se limitait à la plantation, sans perspective industrielle immédiate. À la fin de la troisième année, une première unité de transformation locale a été inaugurée à Bobo Dioulasso, suivie d'une seconde dans la capitale. Cette évolution marque un changement de seuil. Avant, le cacao était une promesse agricole. Après, il devient une filière embryonnaire. Même modeste, une ligne de production opérationnelle signifie que le pays n'est plus uniquement dans l'expérimentation, mais dans l'intégration économique. C'est aussi trois deltas, mobilisation, verger, transformation, permettent de mesurer l'écart entre l'attente initiale et la réalité observée. Il n'indiquant pas un succès total, mais une trajectoire qui s'est déplacée.
Le projet n'a pas supprimé la contrainte climatique, mais il a introduit une capacité d'adaptation collective. Cette capacité constitue la donnée la plus difficile à quantifier, mais aussi la plus déterminante. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré s'inscrit moins dans la production de chiffres que dans la continuité du récit. Ses interventions publiques assez répétées à des moments critiques ont maintenu la cohérence entre l'objectif affiché et les efforts consentis. Le delta politique se situe là. Avant, l'annonce paraissait isolée. Après, elle s'ancre dans des infrastructures et des pratiques, visibles. Ainsi, l'analyse quantitative, même prudente, montre une bascule mesurable. Le projet est passé d'une idée jugée irréaliste à une dynamique partiellement matérialisée. Les chiffres dans Monsieur Ross ne racontent pas une victoire, mais ils attestent d'un déplacement réel, du point de départ. Les critiques internationales les plus solides reposaient sur 2 arguments principaux. Le premier était climatique. Selon de nombreux économistes et agronomes étrangers, le Sahel ne pouvait offrir ni humidité suffisante ni stabilité hydrique pour soutenir une culture aussi exigeante. Dans cette lecture, chaque image de plan brûlé confirmait une évidence. Tenter de produire du cacao dans ces conditions relevait d'une illusion dangereuse, vouée à détourner des ressources déjà rares. Le second argument était politique et social. Des analystes affirmaient que le pays mobilisait son énergie humaine sur un projet symbolique au détriment de priorités jugées des plus urgentes. Il soulignait le risque d'un épuisement collectif, estimant que la mobilisation finirait par s'éroder face aux échecs répétés. Dans ce cadre, le projet apparaissait comme une mise en scène coûteuse, incapable de produire des résultats concrets à moyen terme. Ces critiques ne sont pas infondées. Les pertes initiales furent massives, les conditions climatiques demeurent extrêmes et aucune garantie de rendement élevé n'existe. Pourtant, l'évolution interne du projet introduit une réponse factuelle que ces analyses n'avaient pas intégrée. Car malgré les destructions, la mobilisation humaine ne s'est pas effondrée. Elle s'est transformée. Ce passage d'un élan spontané à une organisation plus structurée contredit l'hypothèse d'une dispersion rapide des forces. De même, l'argument strictement climatique ignore un point décisif. Certains plans ont survécu. Leur existence même minoritaire a permis une troisième phase, celle où les vergers rares reprennent vie de manière localisée. Ce fait observable suffit à invalider l'idée d'une impossibilité totale. Il ne prouve pas une réussite garantie, mais il s'ouvre un espace d'adaptation. Enfin, l'émergence d'unités de transformation locale constitue une réponse directe à la critique du symbole vide. Une infrastructure, même modeste, marque un engagement matériel qui dépasse la rhétorique. Ainsi, la réfutation la plus robuste du Stillman ne se situait pas dans le discours, mais dans la persistance observable d'un processus que les critiques avaient en jugé intenable. Un seuil vient d'être franchi et ce basculement apparaît relation assez carré. Lorsque la première usine de transformation du cacao ouvre ses portes à Bobo Dioulasso, jusqu'alors, le projet se déroulait dans les champs, sous la contrainte du soleil et de la sécheresse. Avec cette inauguration, l'histoire change d'échelle.
Et le cacao cesse d'être uniquement une lutte contre la nature, il devient une chaîne de valeur naissante. Machine modeste, volume limité, gestes encore hésitants, Anugrabda, tout est fragile, mais là, réel. La présence d'Ibrahim Traoré lors de cette ouverture renforce la portée du moment. Il ne s'agit plus seulement d'une promesse répétée, mais d'une matérialisation visible. Tenir une barre produite localement, même imparfaite, signifie que le cycle peut aller jusqu'au bout. Cette image fissure le récit extérieur du mirage. Certains observateurs, jusque-là sceptiques, sont contraints de reconnaître que le projet a dépassé le stade du symbole. Cette bascule ne supprime ni les risques climatiques ni les doutes accumulés. Elle déplace cependant le centre de gravité. Avant, l'échec semblait probable parce que rien n'existait encore. Après, une infrastructure minimale crée un point d'appui. Le débat ne porte plus sur la possibilité absolue, mais sur la capacité à consolider. À partir de cet instant, la question change. Ce qui est en jeu n'est plus seulement de planter, mais de tenir dans la durée. Le milieu du récit marque ainsi c'est une rupture silencieuse, mais décisive. Les effets du projet cacao ne se manifestent pas de manière uniforme. Ils se déploient différemment selon les groupes sociaux, révélant une transformation progressive mais réelle du pays. Pour les agriculteurs, l'impact était d'abord perceptible dans la relation au sol. Là où dominaient des cultures faibles dues à faible rendement, l'introduction du cacao ouvre un apprentissage inédit. Les vergers encore fragiles deviennent des espaces d'expérimentation. La survie de certains plants suffit à modifier les comportements. On protège, on coopère, on partage des tâches. Cette organisation collective remplace peu à peu une résignation ancienne face à la sécheresse. Pour les petites entreprises, l'effet se situe davantage dans l'émergence d'un marché local. L'ouverture des unités de transformation crée une demande nouvelle pour le transport, le conditionnement et la vente. Les volumes restent modestes, mais le simple fait de transformer sur place marque une rupture. Des ateliers produisent du beurre de cacao, des poudres simples, quelques barres destinées d'abord aux marchés nationaux. Cette dynamique réduit une dépendance historique aux importations et introduit une logique de chaîne de valeur interne. Ce n'est pas encore une industrie, mais une économie embryonnaire qui commence à tenir debout. Pour les jeunes, les conséquences sont plus intimes. Beaucoup envisageaient auparavant le départ comme seule issue. Le projet offre une alternative symbolique, rester pour défendre quelque chose de concret. Et les équipes de volontaires, plus structurées qu'au début, deviennent normalement des espaces de reconnaissance sociale. Protéger un verger, surveiller une pépinière, apprendre un geste nouveau donne un sens immédiat au quotidien. Dans ce contexte, les déclarations d'Ibrahim Traoré sur la liberté et l'autonomie trouvent une résonance pratique. Elle cesse d'être abstraite pour s'inscrire dans des routines partagées. À l'échelle du pays et de la région, les répercussions prennent une dimension politique. Les premiers résultats attirent l'attention des États voisins, longtemps sceptiques. Le Burkina Faso commence à être observé comme un laboratoire d'autonomie agricole.
Cette visibilité nouvelle modifie les équilibres symboliques au Sahel. Un pays souvent décrit comme dépendant montre qu'il peut initier une trajectoire différente, mais comme même sous contraintes extrêmes. Ces conséquences ne constituent pas une réussite définitive. Restent fragiles, inégales, réversibles pourtant, leur accumulation produit un effet de seuil. Le projet Cacao n'est plus un simple pari, il devient une expérience collective aux retombées multiples, économiques, sociales et géopolitiques. Chaque groupe n'en perçoit qu'un fragment, mais l'ensemble dessine une transformation plus profonde, celle d'un pays qui teste dans la durée sa capacité à redéfinir son avenir. À ce stade, l'élan existe, mais il demeure exposé. Les prochains mois ouvriront plusieurs trajectoires possibles sans prédire leur probabilité. Le premier scénario est celui de la continuité sous contrainte. Si les pluies draines restent limitées mais régulières, alors les vergers déjà adaptés pourront maintenir une progression discrète. Les plants résistants formeront un socle minimum, évitant un recul brutal. Si la coordination locale se poursuit, les protections contre le bétail et l'entretien quotidien resteront efficaces. Dans cette configuration, la production demeurera modeste mais suffisamment stable pour alimenter les unités de transformation et préserver la crédibilité de la filière naissante. Un second scénario, plus favorable, repose sur un élargissement progressif. Si une saison légèrement plus clémente intervient et si les techniques d'irrigation expérimentées dans certains villages se diffusent, alors les zones cultivées pourraient s'étendre. Les coopératives, notamment féminines, renforceraient leur capacité de transformation. Les les volumes resteraient contenus, mais la régularité augmenterait. Cette dynamique offrirait au pays une visibilité régionale accrue, attirant des échanges techniques et commerciaux avec des voisins attentifs à cette expérience d'autonomie agricole. Le troisième scénario est à sa plus exigeant. Si une sécheresse comparable à celle de la deuxième année frappe de nouveau, alors une partie des vergers pourrait disparaître. Si ça est en parallèle, les pressions économiques extérieures s'intensifient. La chaîne de transformation pourrait ralentir temporairement. Ce scénario n'annulerait pas les acquis, mais il testerait la solidité de l'organisation mise en place. La réponse dépendrait alors de la capacité à renforcer la solidarité interne et à concentrer les efforts sur les zones les plus résilientes. Ces scénarios ne s'excluent pas. Ils coexistent comme des possibles ouverts par un projet encore jeune. Leur point commun, et c'est clair, aucun n'offre de succès automatique, aucun n'efface la contrainte climatique. Tous exigent une discipline collective et une adaptation continue. Le véritable enjeu des mois à venir n'est donc pas de choisir un récit, mais de maintenir la capacité à agir, même lorsque les conditions se durcissent. C'est dans cette tenue dans la durée que se jouera la suite du projet. Au-delà des champs et des chiffres, le projet Cacao touche différemment ceux qui l'observent ou y participent à distance. Pour les habitants des villages, regardez, il s'est progressivement mêlé aux gestes du quotidien. Ces jeunes plants deviennent des repères temporels. On se souvient de l'année de la sécheresse, de celle où quelques pousseux ont tenu, de celle où l'on a recommencé malgré la fatigue. Cette mémoire partagée transforme la manière de parler de l'avenir, moins comme une fatalité, davantage comme une construction lente. Pour les jeunes générations, l'impact beaucoup avaient grandi avec l'idée que partir était
la seule option rationnelle. Le projet de la pierre facée n'a pas effacé ce désir, mais il a introduit une alternative crédible. Rester n'est plus seulement subir, cela peut devenir un choix actif. Apprendre, protéger, transmettre un savoir nouveau donne une valeur immédiate au temps passé sur place. Cette requalification du présent est peut-être l'effet le plus discret, mais aussi le plus durable. Pour la diaspora et les observateurs africains, le récit agit comme un miroir. Il interroge la manière dont on juge les initiatives venues de contextes contraints. Voir un pays tenter, échouer, euh, ajuster, puis matérialiser une partie de sa vision oblige à nuancer les lectures rapides. Le projet rappelle que l'autonomie ne naît pas d'un succès instantané, mais d'une accumulation de gestes imparfaits. Deux pistes châteaux simples émergent pour ceux qui suivent cette trajectoire. La première consiste à soutenir les circuits d'information locaux, afin que le récit ne soit pas confisqué par des regards extérieurs. La seconde évalue et aspect plus modeste. Prendre le temps de comprendre les rythmes réels du changement sans exiger de résultats immédiats. Ainsi, le projet Cacao ne parle pas seulement du Burkina Faso. Il pose une question plus large. Comment accompagner, regarder et juger des transformations qui avancent lentement mais qui déplacent déjà les lignes? Pour transformer l'élan actuel en structure durable, une trajectoire claire s'impose, fondée sur des étapes simples et vérifiables. La première concerne l'organisation locale. Si chaque village stabilise ses équipes de surveillance et d'entretien, alors les vergers existants pourront mieux résister aux animaux errants et aux variations climatiques. L'objectif est de fixer des routines partagées plutôt que de dépendre d'efforts intermittents. La deuxième étape touche à la formation. Les centres déjà mis en place doivent multiplier les sessions pratiques centrées sur l'irrigation adaptée, la gestion des pépinières et la protection des sols. Si ces savoirs deviennent homogènes, alors les erreurs coûteuses coûteuses des premières années pourront être réduites. La montée en compétences constitue ici un indicateur clé de progression. La troisième étape concerne la transformation industrielle. Les unités existantes doivent-elles aligner leur calendrier de production sur les volumes réellement disponibles? Si les achats, le stockage et la distribution sont planifiés de manière réaliste, alors la filière cessera d'osciller entre symboles et activité économique. La régularité, plus que l'expansion rapide, devient le critère central. Une quatrième étape élargit l'horizon. Si des échanges techniques avec des pays voisins se structurent, alors l'expérience burkinabé pourra s'enrichir sans perdre son autonomie. Cette coopération régionale permettrait de mutualiser les apprentissages face à des contraintes climatiques similaires. Dans cette feuille de route, le rôle d'Ibrahim Traoré n'est pas d'imposer un rythme irréaliste, mais de maintenir la cohérence entre vision politique et capacité concrète. La réussite ne dépend pas d'un saut spectaculaire, mais de la continuité entre ces étapes. C'est cette discipline collective qui décidera si le projet s'enracine durablement. Dans les villages où l'histoire a commencé, on évoque encore la mère qui disait n'avoir jamais goûté au chocolat,
mais vouloir que ses enfants puissent en fabriquer un jour. Son visage, marqué par la fatigue et l'espoir mêlés, est devenu un symbole discret. Il rappelle que le projet n'est pas né d'un calcul froid, mais d'un désir de transmission. Chaque cacaoyer protégé prolonge ce geste initial, modeste et tenace. Avec le temps, cette persistance a rejoint sur les paroles d'Ibrahim Traoré qui associait la survie de chaque blanc à une affirmation de dignité. Le cacao n'est plus seulement une culture improbable. Et là, il est devenu un miroir collectif. À travers lui, un pays apprend à se regarder autrement, non plus à travers le prisme des contraintes imposées, mais c'est à partir de ce qu'il ose tenter. Les premières barres produites localement ne sont ni parfaites ni abondantes. Elles contiennent pourtant une histoire entière, celle d'échecs assumés, d'efforts répétés et d'un refus obstiné de renoncer. Elle témoigne d'une capacité à transformer la fragilité en trajectoire. La phrase qui revient le plus souvent résume ce chemin parcouru. La dignité fleurit même sous la sécheresse. Elle ne promet pas un avenir facile. Elle affirme simplement qu'un horizon peut se déplacer lorsque des gestes ordinaires deviennent un engagement, se partager. L'histoire du cacao au Burkina Faso ne se referme pas avec les premières barres produites localement. Elle continue de se construire dans des vergers encore fragiles, dans des gestes répétés sous la chaleur du Sahel et dans une attention nouvelle portée à ce qui semblait impossible. Ce chemin invite à regarder autrement les trajectoires lentes, souvent jugées trop vite depuis l'extérieur. Pour ceux qui suivent cette évolution, l'enjeu n'est pas d'applaudir un succès définitif ni de prédire un échec annoncé. Il est d'accepter la complexité d'un processus réel, fait d'avancées inégales, d'ajustements constants et de décisions collectives. Le projet, porté sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, rappelle que l'autonomie ne se décrète pas. Elle se pratique, étape après étape, parfois au prix de revers visibles. Observer, comprendre, discuter. Ça, c'est des gestes comptant autant que les actes sur le terrain. Il conditionne la manière dont ces initiatives seront perçues, soutenues ou caricaturées. La question qui reste ouverte est simple, mais exigeante. Sommes-nous prêts à accompagner des récits qui avancent lentement, sans les réduire à des symboles ou à des verdicts rapides